Hypnose de masse et consentement social, c'est le sujet qui va être abordé dans le cadre de cette capsule audio. Pourquoi? C'est que l'hypnose de masse est utilisée par des dirigeants pour créer un consentement, une acceptabilité sociale par rapport à certaines actions qu'ils vont faire. Donc, c'est quoi le but de parler de ça? C'est de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, exercer sa capacité de vision par rapport à l'impact des différentes suggestions hypnotiques auxquelles on peut être exposé jour après jour. Et ce qui est intéressant de voir, c'est les capacités d'hypnose de masse qui sont multipliées de par l'omniprésence des différents moyens de communication dans notre quotidien. Dans le sens que, au fil des décennies, on a vu par gradation une augmentation progressive de la présence des différents médias. Donc, il y a plusieurs années, les gens étaient influencés par les journaux. Ensuite, il y a eu la radio. Ensuite, il y a eu les films de propagande. Ensuite, il y a eu la télévision. Ensuite, il est apparu également là, l'Internet. Ensuite, en plus de l'Internet, donc l'ordinateur qui se veut vecteur de suggestion hypnotique, il y a le téléphone intelligent. Donc, l'individu qui traîne le téléphone intelligent un peu partout, il peut hypnotiser dans les différents lieux qui se déplacent, que ce soit si la personne est en autobus avec le téléphone intelligent. Par la suite, ça se miniaturise, ça se rapetisse. Parce que vous voyez, le cinéma, autrefois, les gens allaient dans une grande salle, écoutaient un film, puis l'écran était immense. Ensuite, ça rapetissait, il y a eu la télévision. Ensuite, ça rapetissait encore l'ordinateur, pardon. Ensuite, la taille de l'écran rapetissait encore avec le téléphone intelligent. Ensuite, ça rapetisse encore, il y a la montre. Des fois, je discute avec des gens et ça me contrarie parce que je parle, par exemple, avec une personne qui reçoit des messages courriels sur sa montre. Donc, c'est sûr que, il peut y avoir une éthique qui peut se mettre en place. Des fois, j'ai dit dans des gens dans le passé, si vous pouvez débrancher, c'est-à-dire mettre votre téléphone intelligent sur mode de vibration pendant qu'on discute, là, pour pas être coupé. Mais je ne sais pas si on peut mettre une montre sur mode vibration ou qu'elle ne reçoit pas des notifications qui vont cligner là, à l'écran. Là. Mais bon, ça c'est une autre chose, mais il y a une miniaturisation, mais c'est toujours la synergie des différents médias qui sont omniprésents, qui donnent une puissance hypnotique à tout ça. Dans le sens que si quelqu'un se fait suggérer par la télévision un narratif, la personne est dans l'autobus, elle regarde le téléphone intelligent ou sa montre intelligente, ça renforce le narratif parce qu'elle est exposée au même narratif. La personne écoute la radio avec un lecteur MP3 ou son téléphone intelligent branché des écouteurs, c'est la même chose. La personne écoute la télévision sur le téléphone intelligent ou l'ordinateur, c'est la même chose. Et les journaux, c'est la même chose. Donc, un englement médiatique qui amène une efficacité de mobiliser une collectivité ou des collectivités à l'heure de la mondialisation par rapport à certaines croyances, par rapport à certaines idées avec une forme de rapidité pour créer le consentement social. C'est sûr que par rapport à ce sujet, il y a plusieurs années, il existe un documentaire intéressant en relation avec les travaux de Noam Chomsky, c'est en anglais, là, le titre c'est Manufacturing Consent, donc la création là, du consentement social, là, si on le traduit en français, mais le concept est intéressant. Donc, et ça c'est possible grâce aux moyens hypnotiques multiples qui augmentent de plus en plus au fil des décennies. Dans le sens que, dans le temps de nos grands-parents qui écoutaient, par exemple, la radio, lisaient les journaux, c'était moins intrusif que le téléphone intelligent ou de recevoir 24 heures sur 24 des notifications là, par rapport à son ordinateur ou une montre intelligente. Là. Donc, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que la rapidité et l'instantanéité des technologies qu'on a à l'heure actuelle, son pendant, c'est naturellement
la rapidité et l'efficacité pour de l'endoctrinement en lien avec certaines idées. Et ça fait partie des effets pervers de tout ça, dans le sens que ça peut avoir beaucoup d'impact. Puis la répétition, la constance de la répétition d'un narratif d'un média à l'autre crée l'effet que, dans le fond, à force de le dire, ben, les gens finissent par croire que c'est vrai. Et c'est sûr que si à l'époque actuelle, il y a eu un ministre de la propagande, comme dans le temps de l'Allemagne nazie, lors de l'Allemagne nazie, il y avait Joseph Goebbels qui avait mobilisé la population allemande à soutenir les nazis à travers des films de propagande, le contrôle de la presse écrite, les journaux. Bon, ben lui, il aurait eu des moyens multipliés aujourd'hui. Donc, il aurait utilisé le téléphone intelligent, il aurait probablement tous les moyens possibles, en fait, là, pour amener les gens à adhérer à un discours, à s'y soumettre, et ainsi de suite. Et créer le consentement et l'acceptabilité sociale pour des choses que peut-être a priori, donc à la base, des individus n'auraient jamais voulu consentir. Donc, pendant la période qu'on a dite de pandémie, et je pèse mes mots quand que je parle, selon l'Organisation mondiale de la santé et également les différents gouvernements là, de la plupart des pays occidentaux et les médias de masse. Donc, il y a eu l'influence de ces différentes forces-là pour que les gens adhèrent à un certain discours mur à mur. Et ça a eu de l'impact pour mobiliser les gens puis créer de l'acceptabilité sociale pour des choses que, autrement, quelques jours, voire quelques mois à peine de l'implantation de certaines mesures, ça n'aurait pas été accepté. Prenons par exemple dans des pays démocratiques qui est un couvre-feu à 20 heures, comme on a connu au Québec. Par la suite, ce que j'appelle l'apartheid sanitaire. Donc, lors de plusieurs années dans le passé, en Afrique du Sud, il y avait eu une apartheid où il y avait une ségrégation sociale, c'est-à-dire, par exemple, il y avait des lieux que les personnes de couleur, donc les Noirs ne pouvaient pas fréquenter. Il y a eu ça dans le sud des États-Unis aussi, comme par exemple des lieux comme des restaurants. Bon, mais il y a eu l'apartheid sanitaire dans le sens que les gens qui n'étaient pas adéquatement injectés n'avaient pas le droit d'aller au cinéma, n'avaient pas le droit d'aller au restaurant, donc différents lieux publics. Et la puissance d'hypnose de masse a créé le consentement social par rapport à ça, qui fait en sorte que ces mesures ont été mises en place. Et il y a eu des gens naturellement qui ont contesté, mais c'était minoritaire. Et dans l'époque présente, ce que j'étudie, c'est le consentement social avec l'utilisation des différents médias par rapport à la légitimité de gens qui dirigent les pays de dépenser en grande quantité de l'argent pour soutenir l'Ukraine. Donc, au moment où on fait cette capsule audio, nous sommes au mois de juin de l'année 2023. Il y a un peu plus d'1 an qu'un battage médiatique dans les médias où on nous présente une vision polarisée des choses, c'est-à-dire les médias occidentaux, que ce soit la France, le Canada, donc les différents pays d'Occident et membres de l'OTAN, on nous amène à être dans une vision, une construction de la réalité qui est entretenue à l'effet que il faut être pro-ukrainien. Et présentement, les Russes, à quelque part, les forces de Poutine, là, en envahissant l'Ukraine, c'est les méchants. Donc, on a cette construction-là de la réalité qui va amener des choses que autrefois, il y aurait eu probablement de l'opposition. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, on amènerait certaines mesures, ou plutôt que ça se fasse d'une manière progressivement, il y aurait des gens qui contesteraient, un peu comme dans la période qu'on a dit de pandémie, donc après plusieurs mois où ce que les médias parlaient tout le temps de la menace du virus, donc les médias, la télévision, la radio, le téléphone intelligent, tout multiplier ça ensemble, le discours a amené des gens, après plusieurs jours, à accepter, par exemple, qu'il y a un couvre-feu à 20 heures. Au Québec, là, ça a été vécu, et je peux dire que j'ai vécu ça de mon vivant, là. Donc, je peux pas sortir après 20 heures, sinon je m'exposais à une contravention là, de la part de la police. Et
il y a eu une acceptabilité sociale. Puis par rapport à l'Ukraine, ce que je suis comme dossier, et par rapport au conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, c'est de regarder, entre autres, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Là, j'ai appris récemment qu'il a été faire une visite surprise à, j'allais dire, à son pote, à son compagnon, Volodymyr Zelensky. Donc, il y a quelques jours, et bon, ça a lieu il y a quelques jours, puis là, j'étais curieux de voir s'il y a eu des réactions des gens, des lanceurs d'alerte, et ça réagit pas tellement, mais quand que je regarde la nouvelle, je vais vous la partager là en bas de la vidéo présente, là, si vous voulez en prendre connaissance. C'est que 500 millions du Canada à l'Ukraine, donc c'est le titre de la nouvelle, en visite surprise à Kiev. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé samedi l'attribution d'une aide militaire de 500 millions de dollars à l'Ukraine, incluant l'envoi de missiles et de munitions supplémentaires. Donc, avec le consentement social présent qui est bâti en lien avec un narratif pro-Ukraine depuis environ 1 an, ça fait que quand je me discute avec des gens, il n'y a pas vraiment personne que ça offusque. Ou, tu sais, c'est comme rendu normal que le Canada supporte l'Ukraine. Dans l'article, il est question que par rapport à ça, que Ottawa a consacré plus de 8 milliards aux efforts liés à la guerre en Ukraine. Donc, depuis plusieurs mois. Bon, là, ici, je parle de la situation du Canada. C'est sûr que s'il y a des gens qui m'écoutent en Europe, que ce soit en France, en Suisse, dites-vous que les autorités de vos gouvernements dépensent aussi là, des montants colossaux. Puis, habituellement, là, l'Ukraine est sous le respirateur économique artificiel par rapport à différents pays de l'OTAN qui l'entretiennent depuis le début de l'opération militaire spéciale qui a été mis en place par Poutine. Et ça, c'est, dans le fond, là, je vous ai présenté la lecture qu'en fait, la construction de la réalité qu'en fait les forces russes, mais les forces ukrainiennes, c'est depuis leur envahissement par le méchant agresseur russe. Donc ça, c'est, je vous ai présenté l'autre vision polarisée du même événement qui est un conflit entre deux pays, là. Donc, tout ça pour dire quoi? Ben, eux autres sont entretenus au-dessus d'un milliard là, par mois pour juste être capables de fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle la guerre perdure. Et là, si on parle du rôle du Canada, c'est pas rien, là. C'est que l'argent va servir, c'est inscrit dans l'article, là, notamment le Canada va fournir 288 missiles supplémentaires, 10 000 cartouches de munitions. Bref, on parle de dépenses qui servent à acheter du matériel militaire offensif. On n'est pas de parler de donner des ressources pour soigner des soldats blessés ou des rations de nourriture ou du logement. On est dans un stade où c'est du matériel offensif. Mais dans le fond, moi, quand je regarde ça, je me pose la question... Est-ce que cet argent-là, parce qu'on parle de plus de 8 milliards, aurait pu être utilisé à meilleur escient que, dans le fond, tu sais, de consacrer ça là, aux efforts de guerre en Ukraine, là? Tu sais, il y a déjà des problèmes importants au Canada. Si on pense, par exemple... au système de santé, on n'a pas besoin de chercher très loin. Au Québec, il y a plein de Québécois qui n'ont pas accès à des médecins de famille, des personnes âgées qui ont difficulté d'avoir accès à des résidences de personnes âgées, et des gens qui sont sur des listes d'attente des opérations. Ensuite, le système éducatif, c'est sûr qu'il y a une pénurie de professeurs, fait qu'il faudrait que ça soit amélioré. Ensuite, il y a plein de raisons sociales, là, l'état des routes qui pourrait être amélioré. Même une partie de l'argent aurait pu être utilisée pour une commission d'enquête sur la manière qu'a géré la pandémie le gouvernement. Tu sais, il y aurait eu plein d'autres utilisations ou même donner une partie de l'argent à des organismes à caractère humanitaire ou de charité ici, là, au lieu d'acheter de l'armement
ou de l'aide internationale non offensive à la limite, là. Comme le Canada traditionnellement a fait. Mais bon, c'est quoi que je voulais dire par rapport à tout ça? Ben, c'est ce que je voulais dire, c'est tout simplement de partager un constat de la vision que j'ai, de la capacité importante des médias à l'époque actuelle de créer un consentement social par rapport à des choses que les gens n'auraient pas accepté il y a à peine quelques jours, quelques semaines. Donc, c'est sûr que si à peine, avant l'année le 23 février 2022, avant que le conflit soit entamé entre la Russie et l'Ukraine d'une manière massive, là, par la Russie là, qui cherche à aller sur le territoire de l'Ukraine de différentes façons. C'est sûr que si on aurait parlé que le Canada va fournir des armes à l'Ukraine, probablement que les gens, si on aurait fait un sondage d'opinion dans la rue, probablement que les gens n'auraient pas été nécessairement pour ça. Mais tout ça pour vous dire quoi? C'est que si dans le passé, on a créé le consentement social, bon, il y a eu la première, deuxième guerre mondiale pour mobiliser les soldats, autant du côté des alliés que de la propagande nazie avec Joseph Goebbels, auquel je faisais allusion tantôt. On a créé le consentement social par rapport à la manière qu'a été gérée la pandémie. Là, on crée le consentement social par rapport à la guerre en Ukraine, puis on va sans doute, dans les prochaines semaines, prochains mois, créer également le consentement social pour d'autres choses. Et pourquoi que l'hypnose de masse fonctionne, à mon avis, plus que jamais à l'époque actuelle, c'est que les gens, dans le fond, consentent à cette suggestion-là d'une manière implicite en consommant les médias. Et c'est sûr que d'un côté, je suis honnête avec vous, là, je ne prône pas nécessairement le détachement total des médias parce que je vois une fois de temps en temps, parce que je suis curieux de voir ce qu'ils sont rendus. Il y a quelques heures, j'ai discuté avec un individu intéressant. Là, c'est quelqu'un qui m'a amené à réaliser, il dit les publicités, je les ai regardées récemment. Puis le constat qu'il fait, à la différence des publicités qu'il voyait qu'il y a 15 ans, puis ça a attiré mon attention, c'est qu'aujourd'hui, il y a utilisation de lumière stroboscopique dans les publicités. C'est-à-dire qu'il y a des flashs lumineux. Donc, si on pense à un stroboscope, c'est-à-dire un appareil qui va suivre la cadence, par exemple, de la musique pour, dans le fond, si on prend une ampoule caractère stroboscopique, donc il y a une lumière qui se ferme, qui s'éteint, qui s'ouvre et qui se ferme en fonction du rythme, par exemple, d'une mélodie qui va suivre ça pour attirer l'attention de l'individu. Et l'individu que je parlais m'a amené à réaliser, il dit, regarde, c'est que aujourd'hui, pour capter l'attention de l'individu par rapport à une publicité télévisuelle ou présentée, là, la TV là, sur Internet, c'est qu'il va y avoir des flashs lumineux régulièrement. La raison en est la suivante, c'est que si l'image est fixe, l'individu a tendance, par rapport à la pauvreté du stimuli visuel, à tomber dans un état où ce que son esprit va vagabonder car sous-stimulé. Donc, va tomber dans la lune en bon québécois. Donc, ça n'aura pas son attention. Donc, c'est sûr qu'autrefois, les films avaient beaucoup de plans fixes, c'était plutôt statique. Et il y a quelques années, pour dynamiser tout ça, eh bien, on a créé des cascades de plans rapides, ce qui a fait dire, entre autres, parce que au Québec, il y a des humoristes, dont notamment là, les membres de Rock et Belles Oreilles, qui ont fait des parodies, se sont moqués de certaines publicités, puis les autres, ce qu'ils expliquaient, c'est de faire une parodie pour se moquer d'une publicité en imitant le code visuel. C'est qu'il y a beaucoup de plans qui sont pris en peu de temps, ce qui fait que c'était très coûteux qu'en ayant peu de plans fixes. Et ça, c'était dans les années 1990. Et la stratégie qu'avaient développé plusieurs publicitaires pour avoir l'attention des gens, c'est d'avoir une multitude de plans, de caméras, en peu de temps. Donc, une publicité dure quelques secondes, donc il y en a plusieurs pour attirer l'attention de la personne. Et là, aujourd'hui, combiné à la multiplication des plans, l'autre étape
dans l'optique d'avoir l'attention du téléspectateur, c'est les lumières, les flashs lumineux à caractère stroboscopique qui vont être combinés là, à ça. Et c'est sûr que probablement qu'il va y avoir d'autres stratégies aussi qui vont être utilisées dans le futur, là, parce que c'est sûr que le but, l'enjeu des publicitaires ou les gens qui créent le consentement social ou les gens qui procèdent à de l'ingénierie sociale en termes de force gouvernementale pour programmer l'esprit des masses, c'est d'avoir l'attention des masses et la conserver également. Donc, c'est sûr que par rapport à tout ça, c'est où que je veux en venir, c'est d'être lucide par rapport à la puissance médiatique qui est encore grandissante à l'époque présente. Parce que là, si, par exemple, on parle de la possibilité avec le métavers, le responsable de Facebook cherche à faire la promotion d'un environnement virtuel où, par exemple, la personne peut avoir un casque sur la tête en 3 dimensions, où elle va être englobée dans un environnement. Bon, mais c'est sûr que cet englobement-là, s'il y a plein de publicité dans cet environnement-là virtuel, ben ça va hypnotiser encore plus la personne, dans le sens que si on est hypnotisé à un certain niveau avec un écran de télévision ou de cinéma qu'on perçoit en 2 dimensions, bien, si on est entouré d'une image en 3 dimensions, à ce moment-là, il y a une plus grande puissance d'englobement. C'est d'être lucide par rapport à tout ça. Donc, c'est l'essence de mon propos. Et la période d'hypnose de masse qu'on connaît, à mon avis, avec le développement d'algorithmes de plus en plus sophistiqués par rapport au développement de l'intelligence artificielle pour faire des suggestions à l'individu, ben, il y aura sans doute au fil du temps des publicités de plus en plus ciblées par rapport à différents types de clientèle qui vont être automatisées là, sur des téléphones intelligents, sur les montres, pour conditionner certaines personnes qu'on évalue qui sont réceptifs à certaines idées, pour les renforcer dans ce sens-là, pour qu'ils achètent aussi certains produits. Donc, l'époque actuelle est propice de l'observation de la puissance et du marketing. Et dans un sens, l'hypnose de masse, c'est quoi? Ben, c'est une forme de magie qui crée une forme de fascination. Donc, la magie, c'est quoi? C'est un terme qui peut servir à masquer l'incompréhension de gens par rapport à des procédés qui les échappent. Donc, l'étude du phénomène de la magie par rapport à ça, c'est intéressant dans le sens que si on a, par exemple, des neuropsychologues, on a des psychologues qui vont étudier l'impact de la programmation, des publicités, des programmes de télévision comportant des publicités dedans pour programmer l'esprit. Ben, puis eux autres regardent c'est quoi qui crée des gains d'efficacité, dans le sens c'est quoi les stratégies à partir de groupes contrôle où ce qu'ils ont plus l'attention des gens. Bien à ce moment-là, par rapport à ça, ils en font une étude scientifique, donc ça devient une science qui se développe rapidement. Si, par exemple, vous écoutez la TV ou la radio, puis vous voyez que pendant le temps de la pause publicitaire, le son est plus élevé. Donc ça, c'est une stratégie qui peut être utilisée par des publicitaires pour avoir l'attention des gens, parce qu'ils savent très bien que pendant le temps de pause publicitaire, les gens peuvent aller aux toilettes et entendre la télévision de loin ou laver la vaisselle ou aller chercher un café ou faire autre chose. Donc, dans l'optique de garder l'attention des gens qui peuvent s'éloigner de l'appareil, on crée un son qui est plus fort, donc plus facilement audible si la personne, par exemple, se déplace du salon pour aller dans la cuisine, pour aller se chercher une autre bière. Donc, si la personne boit de la bière puis elle écoute simultanément une partie de hockey, ou aller chercher un café le matin, ou aller aux toilettes pour uriner là, entre 2 pauses. Là. Donc, on cherche à garder, avoir l'attention des gens. Et c'est intéressant de l'étudier. Moi, c'est sûr que ma curiosité, c'est quoi? C'est de voir comment que les publicitaires peuvent faire en sorte qu'une collectivité adhère à certaines choses où il y a peu de sujets de cette collectivité ou presque pas qui vont remettre en question certains principes. Moi, c'est sûr que quand je regarde, qu'est-ce qui me fait réagir puis décider d'enregistrer cette capsule audio que vous écoutez présentement, ça a été la nouvelle. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on dépense plusieurs milliards au Canada par rapport à la guerre en Ukraine.
Et on continue, on est comme, comment dire, hypnotisé. C'est comme il y a un consentement social. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, le Canada s'endette. Le Canada, comme d'autres pays européens, que ce soit la France, il y en a plein d'autres là, qui supportent l'Ukraine. Et ce que j'écoutais pendant qu'on était hypnotisé en disant oui, il faut les supporter, les Russes, c'est les méchants dans le conflit, avec la vision polarisée qui sert à nous programmer depuis plusieurs mois, ben simultanément, l'une des stratégies des Russes qu'ils peuvent utiliser, c'est avoir, dans le fond, amené certaines personnes à contester éventuellement le narratif officiel pour adhérer à eux. Dans le sens que si, par exemple, les pays s'endettent à coups de milliards depuis plusieurs mois, ça se peut qu'à un moment donné, l'opinion publique soit confrontée à une période d'austérité ou de récession, remettre en question le soutien à l'Ukraine. Et c'est sûr que l'une des stratégies que pourrait adopter Poutine, ben, c'est de générer ce qu'on appelle une guerre d'usure. Donc, au début de la guerre, les gens vont dire ils vont supporter l'Ukraine, ils vont la contre-offensive, ça va se régler. Fait que finalement, on nous dit depuis quelques jours que la contre-offensive est commencée, mais au moment où il est fait cette capsule audio, le conflit n'est pas encore réglé là, naturellement entre les deux pays. Donc, est-ce que le consentement social à la guerre va s'effriter quand on va être endetté là, encore plus de milliards dans les prochains mois? Je sais pas. Ça dépend de la force hypnotique. C'est sûr que dans le fond, en passant, moi je suis pas pro-ukrainien ni pro-russe par rapport à la nature du conflit présent. Je me situe comme étant dans un état de neutralité psychique, dans le sens que je suis très critique par rapport aux forces ukrainiennes ou par rapport aux forces russes parce que c'est des manipulateurs de l'opinion publique. Ce qui m'intéresse, c'est de faire l'étude des discours de propagande des deux camps pour comprendre la manière qu'eux nous manipulent et de réaliser qu'à un certain niveau, c'est que certaines choses sont justifiables en fonction d'une construction de la réalité. Moi, je cherche à avoir plusieurs perspectives par rapport à un même sujet. Donc, à l'image d'un juge qui, lorsqu'il s'occupe de... par exemple, amener, ça soit la personne qui se dit victime dans un procès, puis l'agresseur, d'avoir les différentes perspectives par rapport à un crime qui a été commis. Donc, toutes les parties par rapport à une injustice, à mon avis, doivent être entendues. Donc, avoir différentes perspectives. Puis c'est sûr que c'est intéressant de regarder les perspectives de chacun parce que ça nous amène à réaliser que si, par exemple, ça pourrait être une expérience sociologique intéressante à faire ou anthropologique, on pourrait prendre un Québécois puis le mettre pendant un an de temps exposé à la propagande russe, puis puis prendre un Russe puis l'exposer pendant un an de temps à la propagande là, d'un pays de l'OTAN, que ce soit la France ou le Canada, puis regarder si un an après, l'un ou l'autre va avoir changé de perspective par rapport au conflit. Donc, dans le sens, est-ce que, par exemple, l'exposition à la propagande de l'autre camp pendant une certaine période d'années va amener une déconstruction de la réalité par rapport aux croyances que la personne pouvait avoir, puis qu'il y a une inversion dans sa tête de rôle, c'est qui les bons, c'est qui les méchants, ou peut-être l'exposition à l'autre camp pendant une certaine période de temps va neutraliser l'adhésion à l'un ou l'autre des camps. Je serais curieux de voir les effets que ça pourrait avoir. Bon, ça, c'est de la curiosité intellectuelle que j'ai, là, naturellement, là, mais tout ça pour dire que ce qui est intéressant, c'est de voir la force des médias présentement. Puis, comment dire, le discours que j'ai en passant, c'est que je prends, puis je me répète, là, mais c'est important parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, ben là, si tu remets en question la propagande de l'OTAN et les dépenses qui sont faites à coups de milliards, c'est parce que tu es un pro-russe, parce que tu as été infiltré psychiquement par les Russes. Il y a des gens qui pourraient même penser que je suis un espion russe si je dis ça, là. Ou un idiot utile par rapport à Poutine, il n'en est rien. En fait, je veux être un idiot utile ni de
Justin Trudeau ou Zelensky ou la gang de l'OTAN ou le groupe de l'OTAN ou le groupe de Russes naturellement. Je veux juste être quelqu'un lucide qui regarde qu'est-ce qui se passe. Puis avoir une capacité d'esprit critique et de vision qui me permet de déconstruire automatiquement tout discours de propagande. C'est ça ma volonté, avoir une capacité de déconstruction immédiate et instantanée des formes auxquelles je suis exposé. Parce que si j'adhère à une polarité plutôt que l'autre, ben à ce moment-là, ça peut légitimer ce qu'on va appeler une polarisation psychique de ma part qui m'amène à avoir une vision déformée de la réalité. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là. Et comment que je vois les choses, le déroulement des choses, c'est peut-être pendant un certain temps, les pays occidentaux vont continuer à dépenser à coups de milliards pour soutenir l'Ukraine, puis à mettre des drapeaux un peu partout, faire des visites guidées comme Justin Trudeau, des visites surprises, devrais-je dire. Et qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'au fil des mois, peut-être à un moment donné, l'enthousiasme va s'effriter. Les États-Unis ont dépensé plusieurs millions de dollars en Afghanistan lorsqu'ils ont fait ce que certains appellent l'invasion de l'Afghanistan pour libérer la zone des terroristes. Et les années ont passé, puis après avoir dépensé plus d'1 milliard de dollars, à un moment donné, ben il y a des gens qui se sont tannés de payer. En se rendant compte que les attentats terroristes, même après plusieurs années qui se sont présentés dans la région, il y en avait encore, et que la paix sociale n'était pas établie, ce qui a fait en sorte qu'ils sont partis. Donc, il y a une saturation de la dépense pour passer à autre chose. Est-ce que c'est la même chose qui va se passer dans le conflit en Ukraine? On verra. C'est un dossier à suivre. On verra dans les prochains mois. C'est sûr que si c'était moi, comment dire, je me mettrais pas le pied dans l'engrenage d'une manière indirecte dans une guerre qui, dans le fond, coûte des millions et coûtera de plus en plus, en fait, des milliards là, au fil des prochains mois. Donc, c'est sûr que par rapport à tout ça, je vais conclure là, parce que ça fait quand même un bout de temps que je parle, puis je vois que j'ai fait pas mal le tour du sujet. En disant ceci, si on est capable d'être conscient que, à quelque part, les médias, la télévision, tout ça mis ensemble cherche à nous hypnotiser dans une direction, ben, à ce moment-là, si on voit la manipulation, ça nous permet à quelque part de la dépasser, car le simple fait de percevoir quelque chose nous permet de réaliser qu'à quelque part, il y a un espace de perception en nous qui le transcende. Dans le sens que si on est capable d'avoir une limite, c'est parce qu'à quelque part, on dépasse cette limite-là. Si on est capable d'avoir une polarité médiatique pour l'Ukraine, c'est parce qu'à quelque part, on est suffisamment vaste pour voir qu'à quelque part, il y a une dimension de nous-mêmes qui dépasse ça. Et c'est un appel à la lucidité que je fais encore, comme dans plusieurs enregistrements au fil du temps. L'appel à rester lucide par rapport à la synergie médiatique qui devient de plus en plus puissante au fil des années et des siècles pour nous conditionner. Donc, voilà ce qui termine cet enregistrement. Merci de votre écoute comme à l'habitude. Donc, je vous remercie à ce sujet et je vous dis à bientôt. Au revoir.